Posez la question à n'importe quel marin qui a quelques années de mer derrière lui. Demandez-lui ce qu'il pense des catamarans. Vous allez obtenir une réponse intéressante, pas forcément négative, mais nuancée d'une façon que vous n'entendez pas dans les salons nautiques. Parce que dans les salons nautiques, le catamaran est la star. L'espace, la stabilité, les grandes cabines, le cockpit généreux, la terrasse sur l'eau. Le rêve est bien construit et il se vend bien. Mais entre ce qu'on vous montre au ponton et ce que vous découvrez en mer, il y a parfois un écart assez sérieux. C'est cet écart dont je veux parler. Le marché est réel et en croissance. Les constructeurs français, Lagoon, Fontaine-Pajot, Outre-mer, dominent une bonne partie de la production mondiale. Le catamaran de croisière pèse plusieurs milliards de dollars à l'échelle globale, et la tendance ne s'inverse pas. Les bateaux se vendent. Les propriétaires sont souvent satisfaits, au moins au début. Tout ça est vrai. Mais il y a quelque chose que l'industrie ne met pas en avant. Le catamaran résout les problèmes que vous voyez facilement. L'espace, le confort, la stabilité au repos, la gîte inexistante. Ce qu'il ne résout pas toujours aussi bien, ce sont les problèmes que vous découvrez après. En mer dure, au moment du carénage, à la recherche d'un ponton dans un port méditerranéen en pleine saison. Et ces problèmes-là ont un coût. Le premier dont on parle entre marins, c'est le slamming sous le pont de liaison. Ce n'est pas un concept technique abstrait, c'est quelque chose que vous entendez et que vous ressentez dans le corps. Un monocoque a une coque qui fend les vagues. Un catamaran a deux coques reliées par une plateforme, avec un tunnel entre les deux. Par temps calme, c'est parfait. En mer courte et agitée, en conditions de mer debout, l'eau remonte dans cet espace, s'accumule sous la plateforme, et si le dégagement est insuffisant, le choc est brutal. Pas une éclaboussure, un impact sourd, répété, violent. Et même quand la structure encaisse sans problème, l'effet sur l'équipage est réel. En mer, on ne navigue pas sur des plans d'architecte. On navigue avec de la fatigue, du manque de sommeil, et un niveau de confiance qui peut s'éroder vite. Quand le dessous du bateau se fait marteler en mer dure, quelque chose change à bord. On ne se sent plus sur un outil solide. On se sent sur quelque chose que la mer punit. Les architectes travaillent ce problème via le dégagement du pont. La règle souvent citée, ce dégagement doit représenter au moins 6% de la longueur hors tout. Les anciens designs qui l'ignoraient ont eu de mauvaises réputations, souvent méritées. Les modèles offshore modernes poussent ce chiffre plus haut. Mais voilà le piège. Les acheteurs veulent du volume intérieur. Plus de place, des planchers bas, de grandes cabines. Certains constructeurs récupèrent ce volume en grattant sur le tunnel. Ils abaissent des sections de structure. Ils optimisent le plan pour le salon nautique. Pas pour la mer du Nord ou le golfe de Gascogne. Résultat, plus de volume intérieur, moins de dégagement, plus de slamming, plus de fatigue, moins de confiance au large. C'est le paradoxe central, et il se referme sur lui-même assez vite. La performance au près, c'est le deuxième sujet qui fâche. L'argument « les catamarans sont plus rapides » est vrai dans certaines conditions. Sur des angles larges, dans un alizé bien établi, un catamaran bien conçu peut distancer un monocoque. Mais la vitesse dépend de l'allure, de l'état de la mer, et surtout de la capacité du bateau à générer une résistance latérale efficace. Et la plupart des catamarans de série n'ont pas de quilles profondes. Ils s'appuient sur de petits appendices fixes. Quand ils essaient de pointer haut au vent, ils manquent d'accroche. Un bateau qui manque d'accroche ne va pas seulement moins vite, il dérive latéralement. Quand le vent bascule sur l'avant et que la mer se lève, c'est là que vous voyez la différence. Pas dans la brochure, en mer. Et pour beaucoup de catamarans de croisière courants, la réponse à cette question est moins convaincante qu'on ne l'espérait. Le gréement crée ses propres contraintes. Sans étai arrière, le mât est tenu par des barres de flèche très balayées. Au portant, si vous choquiez trop la baume, la grand-voile vient appuyer sur ces barres de flèche. Frottement, usure,
risque de déchirure. Résultat, beaucoup de catamarans ne peuvent pas partir au grand largue franc. Ils naviguent par empannages successifs. Ce n'est pas catastrophique. Mais c'est une contrainte de plus dans le même schéma. Ensuite, il y a la réalité économique. Et c'est souvent là que le projet de vie se heurte au concret. Un catamaran de 12 à 13 mètres coûte entre 400 000 et 650 000 euros. Dans les 14 à 15 mètres, franchir le million est banal. Mais le prix d'achat n'est que le début. Les propriétaires parlent souvent de la double peine. 2 moteurs, 2 lignes d'arbres, 2 coques à antifoulées, plus de tuyauterie, plus de systèmes, plus de surface à entretenir. Comptez entre 5 et 10% de la valeur du bateau par an pour le maintenir correctement. Sur un catamaran à 700 000 euros, ça représente entre 35 000 et 70 000 euros annuels avant financement. Ajoutez l'amarrage, l'assurance, le carburant, et vous arrivez facilement à 50 000 à 90 000 euros par an tout compris. Ce n'est plus un détail budgétaire. C'est une structure financière à part entière. L'amarrage mérite qu'on s'y attarde. Les marinas françaises, en Méditerranée comme sur la façade atlantique, ont été construites pour des monocoques. Un catamaran occupe souvent la largeur de 2 emplacements. Les ports facturent 1 fois et demie à 2 fois le tarif standard. Et parfois, même en payant, il n'y a pas de place. Les pontons anciens ont des largeurs de box qui ne correspondent pas au beau actuel des grands catamarans. Dans certains ports de la Côte d'Azur, l'amarrage longue durée pour un catamaran de taille respectable est devenu tellement onéreux qu'il reste réservé à une catégorie très particulière de propriétaires. La mise à terre est un problème encore plus sous-estimé. La plupart des chantiers navals sont équipés pour des coques de moins de 6,5 à 7 mètres de baud. Un catamaran de 12 mètres tourne déjà autour de 7 mètres. Un 15 mètres peut atteindre 8 mètres. Une grande partie des chantiers de la Méditerranée et de l'Atlantique ne peuvent tout simplement pas les sortir de l'eau. Vous ne cherchez plus le chantier le plus proche. Vous cherchez lequel, dans un rayon de plusieurs centaines de kilomètres, a le matériel adapté. Ces spécialistes existent, mais la rareté crée du pouvoir de négociation. Ils facturent en conséquence. Ce genre de contrainte ne figure jamais dans une brochure. Mais les propriétaires ne l'oublient pas. La question de sécurité est la plus chargée de tout le débat. Le catamaran offre une stabilité de forme excellente. Il reste plat. Ça réduit la fatigue, facilite les mouvements à bord, améliore le sommeil. Pour des familles, c'est un avantage concret. Mais c'est de la stabilité primaire, pas de la stabilité ultime. Un monocoque tire sa sécurité de son lest bas. Couché, il veut revenir. Un catamaran, lui, a une stabilité qui culmine très tôt, autour de 10 à 12 degrés de gîte. Au-delà, le moment de redressement chute. Et retourné, il est stable à l'envers. Les retournements en croisière sont rares. On parle de conditions extrêmes, dépassant parfois les 70 à 100 nœuds. Mais les marins qui naviguent au large ne raisonnent pas seulement en probabilité. Ils raisonnent en conséquence dans le pire cas. Et ici, la question est simple. Si le bateau se retourne, revient-il? Sur un catamaran, la réponse peut être non. La contrepartie, la flottabilité positive, le bateau qui reste à flot même endommagé, est un argument valide. Mais les deux psychologies de sécurité ne sont pas équivalentes pour tout le monde. Beaucoup de marins d'offshore préféreront toujours un bateau qui se redresse seul. Ce n'est pas de l'irrationalité. C'est un choix de priorité. La sensibilité au poids est un piège que peu d'acheteurs anticipent vraiment. Un catamaran est rapide parce qu'il est léger, mais parce qu'il offre beaucoup de volume, les propriétaires le remplissent. Outils, pièces, carburant, eau, équipements divers. Ajoutez 10% de déplacement supplémentaire et vous perdez facilement 10% ou plus de vitesse. Le bateau s'enfonce. Le dégagement sous le pont diminue. Le slamming s'aggrave. Vous moteur plus, vous voilez moins. C'est un cercle négatif,
et il commence dès que vous commencez à vraiment vivre à bord. Enfin, il y a le ressenti de barre. Un monocoque parle à son barreur. Il gîte, la barre charge, le bateau donne du retour. Vous sentez la pression monter avant qu'elle ne devienne un problème. Un catamaran, lui, reste plat, composé, presque clinique. Pour certains propriétaires, c'est ce qu'ils cherchent. Pour des marins formés à l'école du monocoque, c'est naviguer avec un sens en moins. Les charges dans le gréement peuvent monter silencieusement pendant que le bateau affiche la même sérénité. Et c'est pour ça, autant que pour les raisons techniques, que les catamarans restent associés dans certains milieux à l'idée de la maison flottante plutôt qu'au voilier véritable. Le marché continuera de croître, et c'est logique. Les catamarans sont excellents pour ce pourquoi ils ont été conçus. Le charter, la croisière en eau chaude, la vie à bord, la navigation côtière confortable. Ils dominent là où l'espace et le confort sont les priorités. Mais ils restent discutés dans les cercles où ce qui compte, c'est le comportement auprès, la tenue en tempête, l'accès au chantier, la rigueur sur le poids et le retour de barre. Les deux camps voient quelque chose de réel. Le problème, c'est que l'industrie vend souvent le catamaran comme l'évolution naturelle de la voile. La version supérieure, ce n'est pas ça. C'est une réponse différente, optimisée pour un style particulier de croisière. Sortez-la de son domaine et les compromis deviennent visibles assez vite. Si vous possédez un catamaran ou si vous en avez navigué un sérieusement en conditions réelles, dites-le en commentaire. Là où vous pensez que cette analyse est juste et là où vous estimez qu'elle manque quelque chose. C'est ce genre de discussion qui est utile. Et si vous voulez d'autres analyses directes sur les réalités de la possession et de la navigation, abonnez-vous. C'est ce que cette chaîne propose.